parler de ce thème de la gestion des déchets, j'accueille Lydie Anastasian. Bonjour Lydie. Bonjour. Vous avez créé le blog restauration21.fr, un blog qui est dédié à l'information professionnelle sur le développement durable en restauration. Alors on va justement voir le point, voir où en est la situation actuelle de la gestion des déchets en compagnie de vos invités que je vous laisse me présenter. Bonjour, donc pour parler de l'actualité et de la gestion des déchets en restauration, nous avons invité Gilles Castel, qui est consultant et qui intervient au sein du FCSI. Monsieur Ronan Dieuleveux, vous êtes directeur marketing 1001 Repas, c'est une société de restauration collective en région Rhône-Alpes. Et Bruno Houpermans, vous êtes le créateur de l'entreprise Chef Eco, qui est connue pour pour mettre en place des tables de tri de déchets en restauration. Voilà. Donc l'actualité sur le salon, c'est la publication toute récente du livre conçu par des consultants du FCSI et qui s'appelle La gestion des déchets en restauration. Alors pour les professionnels, plusieurs gros points, dont une échéance qui est 2016. Et à partir de 2016, les sociétés de restauration qui font plus de 10 tonnes de déchets par an et qui produisent aussi plus de 60 litres d'huile usagée vont devoir expliquer au pouvoir public comment elles mettent en place la gestion de leurs déchets, parce qu'elles en seront responsables. Alors Monsieur Castel, vous allez nous expliquer le pourquoi de ce livre et quelles sont les interrogations des professionnels et comment vous leur répondez. Bien, alors juste pour présenter peut-être rapidement ce qu'est le FCSI. Le FCSI, c'est une association qui regroupe au niveau international 1500 membres, dont une cinquantaine en France, créée en 1979 en France. Donc pourquoi cet ouvrage et cette publication? Je dirais que presque 10 ans après, elle vient dans la continuité d'une démarche qui a été initiée il y a quelques temps sur tout ce qui est développement durable au niveau de qualité environnementale, puisqu'un premier ouvrage était sorti il y a moins de 10 ans, en 2005. Et donc, par rapport à l'actualité de la valorisation des biodéchets, cet ouvrage s'inscrit dans cette démarche. Comme vous l'avez dit, effectivement, dans le cadre des Grenelles 2, toute une démarche incitative à la valorisation des biodéchets est donc en place actuellement au niveau national, avec une démarche un peu volontaire, puisque l'objectif c'est d'imposer en fait à l'ensemble de la filière, selon l'ADEME, plus d'une tonne par an de biodéchets à valoriser sur les filières de la restauration. Donc l'objectif est petit à petit que tous les restaurations collectives et commerciales soient concernés par cette valorisation. Qui dit valorisation dit effectivement une collecte des déchets sur les lieux de production, donc au niveau des cuisines selon leur format, et une valorisation du biodéchet, alors par différentes solutions, que ce soit par le compost, sur site, à l'extérieur ou par méthanisation. Voilà. Donc l'objectif de cet ouvrage, c'est d'informer les différents acteurs de la filière, que ce soit les cabinets d'ingénierie, d'architecture, les sociétés de restauration, autogérées, concédées, sur les processus à mettre en place, comment identifier le biodéchet dans ces cuisines, comment le collecter, et puis après comment le valoriser au niveau des filières. Donc voilà un petit peu la destination de ces ouvrages. École hôtelière, bien évidemment aussi, puisque ce sont nos futurs gestionnaires de demain, quoi. Voilà. Alors justement, comment collecter, comment évaluer la quantité de déchets, Chef Eco et ses tables de tri qui permettent aussi de peser. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il est important de quantifier le déchet, le gisement ? Alors, effectivement, j'aimerais reprendre, et le résumé a été fait. L'activité Chef Eco principale, c'est à la fois d'accompagner la restauration collective et commerciale dans ce magnifique projet, de traiter vraiment le plus en amont et le plus en aval. Il y a 3 axes qui sont importants, c'est travailler sur la diminution, le tri et la valorisation, forcément. Donc y aller par étapes. À un moment donné, il va falloir mettre en place des process, organiser, sensibiliser, former, expliquer, et trouver aussi du matériel adapté. Donc quand on est en restauration collective, je pense aux scolaires, à l'entreprise, partout, le convive se lève à un moment donné avec un plateau, il est bien et ça a du sens de l'impliquer dans la démarche, de le rendre acteur. Forcément, là, on va travailler, on va rebondir sur les aspects de gaspillage, etc. Donc à un moment donné, il faut aussi concevoir du matériel adapté. Ça nécessite quand même un minimum de réflexion déjà pour dimensionner ce meuble et surtout de trouver le bon emplacement. Il y a 15, 20 ou 30 ans, on n'a jamais conçu des établissements ou des salles à manger en se disant en 2012, en 2014, on va trier, donc on anticipe là-dessus. Donc on a plein de contraintes et de choses qui font que.
Donc la table de tri que Chefeco a voulu développer sortait un peu de l'ordinaire par rapport à des tables, c'est pas péjoratif, plus basiques qui existent aujourd'hui. Faire quelques trous dans un plan de travail inox ou bois ou PVC, je dirais, c'est pas forcément difficile. L'idée, c'était vraiment de travailler sur les aspects aussi ludiques, attractifs, ergonomiques, un peu de design, parce que c'est quand même un mobilier qui est entre la salle à manger et la zone, laverie, et pour aussi favoriser, on va dire, la démarche aussi du convive, qu'il soit petit, moyen ou grand. On a voulu surtout rajouter des options intéressantes et surtout pertinentes. Je pense à un système de pesée qui permet vraiment de sensibiliser à la fois le client, le convive, quand il va jeter, donc il va faire le geste par rapport au gaspillage, et surtout de pouvoir être en capacité de mesurer tous les jours après chaque service. Et là, c'est le chef ou le chef gérant, le responsable, qui va pouvoir noter ces données et travailler sur un vrai plan de progrès, puisqu'effectivement, en fonction de ses menus, en fonction de sa gestion de ses effectifs, en fonction de tout ce qui va se passer sur un site et différent d'un site à l'autre, il va pouvoir travailler sur les grammages, vraiment dans le détail, puisque la restauration, c'est un métier de détail, et la poubelle, c'est vraiment le reflet des attitudes et des comportements. D'où l'intérêt, effectivement, de lancer cette démarche et de travailler sur le tri. Mais une fois que c'est trié, encore faut-il aller jusqu'au bout et de mettre en place, de trouver surtout les alternatives et les solutions de collecte et de valorisation. On l'avait résumé aussi, il y a plein de choses aujourd'hui, même s'il y en a encore en France dans les balbutiements. Il existe du matériel pour traiter partiellement ou totalement in situ. Il existe des prestataires qui vont collecter, qui vont traiter. Voilà, on parlait du compostage, de la méthanisation, il y a d'autres choses aussi. Mais à un moment donné, il faut faire aussi des comparatifs parce qu'il n'y a pas que les enjeux éthiques et environnementaux et maintenant réglementaires, il y a aussi les enjeux économiques. Et sur la plupart des dossiers aboutis Chefeco, on arrive à économiser entre 10 et 30% de la facture. Donc ça a du bon sens et c'est positif sur toute la ligne. Donc si en plus on peut se présenter en phase et voilà, et économiser des sous, c'est bien. Donc les professionnels, si on leur explique qu'ils vont finalement gagner de l'argent, au final, ils sont plutôt preneurs d'une telle solution. Forcément, après on n'a pas la boule de cristal, puisqu'aujourd'hui en France, la problématique c'est qu'il y a chaque région, chaque commune, que ce soit des prestataires publics ou privés, fonctionnent différemment. Et là, on est encore une fois dans une époque où ce qu'on appelle la redevance déchets est obligatoire depuis 1993. Beaucoup ne l'appliquent pas. Il y a la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères qui apparaît au travers de la taxe d'habitation calculée sur du bâti. Donc il y a des coûts directs et indirects. Et beaucoup ne maîtrisent pas. Le maître mot, c'est ça. Aujourd'hui, on ne maîtrise pas encore totalement cette ligne, et je pense à la restauration collective ou structurée ou autre, c'est qu'on focalise sur la denrée, sur la masse salariale, sur les effectifs, sur le matériel, mais à un moment donné, on oublie cette poubelle et on oublie surtout les coûts qui vont être générés. Et moi, j'aime bien résumer cette phrase, c'est le produit, on le paye vraiment 3 fois, mais c'est vrai, on le paye au fournisseur, on le paye pour le transformer, et on le paye parce qu'on va y jeter 20 à 30% de ce qu'on a produit. Et ça représente vraiment des coûts qui vont de toute façon augmenter. Donc le résumé est fait. Merci. Alors, on va demander à Monsieur De Dieu-le-Veut de nous expliquer comment, dans une société de restauration, 1001 repas plus exactement, comment on lutte, on s'organise pour gérer ces déchets, et est-ce qu'éventuellement on met en place des plans pour carrément les baisser, les diminuer? Alors tout à fait, 1001 repas est une société de... Alors on parle beaucoup de restauration collective, mais je vais parler de gastronomie collective, puisque tous nos chefs en fait sont formés à l'Institut Paul Bocuse. Donc on parle beaucoup de l'Institut Paul Bocuse ici, et nos équipes sont sur nos restaurants. Donc on a 110 restaurants en région, nous allons jusqu'à de Besançon à peu près à Montélimar, en passant par 3 restaurants Paris, région parisienne, et sur Brive, Tulle. 1001 repas existe depuis une quinzaine d'années. Et nous avons à peu près 600 personnes qui sont sur nos restaurants. 1001 repas a mis en place une démarche exemplaire depuis déjà beaucoup d'années, puisque dans les années 2003-2004, nous avons commencé déjà à réfléchir sur ces notions en nous apercevant qu'il y avait un gaspillage très important, notamment au niveau du pain. On parle beaucoup du pain dans les collectivités territoriales aujourd'hui, mais il n'y a pas que ça. Mais c'est vrai que notre action a commencé par le pain. Et en 2007, on a réfléchi en faisant nous-mêmes des collectes grâce à des outils de mesure qui étaient tout à fait personnels. Nous sommes aperçus qu'on était à peu près à 140, 150 grammes de déchets organiques sur un plateau de 450 grammes, corroboré aujourd'hui par les études du SNRC, notamment en fin d'année dernière, où on arrive à peu près à 140 grammes de moyenne. Alors évidemment, il y a une différence entre le scolaire, l'entreprise, etc. Donc sur ces 140 grammes, on s'est interrogé pour savoir comment on pouvait réduire d'une manière assez significative ce gaspillage alimentaire. Et on a commencé tout simplement à sensibiliser les élèves. On a commencé par un restaurant scolaire à Bourg,
lycée Saint-Pierre, et on a commencé en fait à simplement les sensibiliser en allant dans les classes pour leur expliquer qu'ils pouvaient manger tout mais sans gaspiller. Et on s'est aperçu que simplement sur une sensibilisation, donc en essayant tout à fait modestement de les éduquer dans cette dimension, nous étions passés de 140, 150 grammes à 70, 80 grammes. Et puis pendant un an et demi, on butait sur ces 60, 70, 80 grammes. Nous n'arrivions pas à aller en dessous. Et en fait, nous avons changé nos fusils d'épaule et nous avons apporté une dimension complémentaire en changeant la structure du restaurant. Il ne faut pas être grand clair pour s'apercevoir que les lignes de self actuelles qui existent depuis les années 70 peuvent générer justement beaucoup de gaspillage parce qu'on impose aux convives des parts dont il n'a pas forcément envie. Et puis, on déstructure le repas, puisque en fait, vous commencez par le plat chaud pour éviter de manger froid, ou vous commencez par l'entrée et vous mangez froid. Donc, on déstructure, il n'y a plus cette chronologie de repas et ce plaisir de repas, évidemment, que l'on attend, que le convive attend. Donc, on a cassé les selfs traditionnels pour mettre des pôles de distribution dans les salles de restaurant. Et on a fait une chose très simple, c'est qu'on a supprimé une assiette. C'est-à-dire que le convive arrive dans la salle de restaurant, il prend son plateau, laitage, fromage, dessert, il va s'asseoir, il prend une place, il se relève, il va prendre une assiette et il se sert en entrée. Il vient s'asseoir, s'il a encore faim, il peut aller à nouveau se servir. S'il n'a plus faim, avec la même assiette qu'il a donc l'obligation finalement de terminer, il va se servir d'un plat chaud. Et grâce à cela, nous sommes descendus encore de manière encore plus significative, puisqu'aujourd'hui, dans la plupart des restaurants qui sont donc en zéro gaspille, qui représentent à peu près 22 restaurants sur les 110 gérés, nous sommes à moins de 20 grammes, voire d'une manière très spectaculaire, à moins de 10 grammes pour 2 restaurants. Donc on est passé de 150 grammes à moins de 10 grammes, ce qui est tout à fait évidemment spectaculaire. Donc pour vous, une des sources principales de biodéchets, en fait, c'est en production finalement. C'est là le... C'est en production, et puis c'est vrai que quand vous proposez à des convives des parts qu'il n'a pas souhaitées, etc., on ne peut pas faire autre chose que de générer du déchet. Vous arrivez dans un self et vous avez toutes les assiettes qui sont déjà composées, vous avez un chef qui n'est pas sensibilisé à cette notion de lutte contre le gaspillage alimentaire, il vous met des grandes louches, etc., et vous repartez bien évidemment avec votre plateau sur lequel vous avez 30% de plus que ce que vous auriez consommé finalement. Et puis quand vous commencez par le plat chaud, même si vous avez très faim, c'est quand même difficile et compliqué de revenir à l'entrée, donc vous grignotez un petit peu et puis vous sautez le fromage et vous passez au dessert. Et donc vous jetez l'équivalent donc de 30%. Alors, évidemment, quand on jette 30%, vous vous retrouvez avec une note, si on prend un indice 100, qui est réduit de 30%. Évidemment, mais ça va bien au-delà parce que cette note, elle touche la réduction de l'alimentaire, mais on optimise les ressources énergétiques d'une manière importante, puisque quand vous n'avez plus qu'une assiette sur un service de 650 couverts, évidemment vous réduisez les fluides, vous réduisez l'impact énergétique en matière d'électricité, tout ce qui est produits lessiviels, etc. Et puis, in fine, donc, la collecte des déchets, qui est un sujet actuel, évidemment, on l'a réduit de manière considérable, puisque la dernière fois, il y avait une pesée sur certains aliments, sur un 650 couverts, on se retrouvait avec un petit sac de 13 kilos de déchets organiques. Donc c'est tout à fait spectaculaire. Et vous pesez avec des tables, style table de chef éco, ou vous pesez comment? Pas encore. Alors, autre sujet du livre, on a parlé des biodéchets et on a aussi tout ce qui est déchets d'emballage, le verre aussi, le carton, le papier. Quelle est l'actu aussi pour les professionnels? Est-ce que c'est pas finalement le sujet facile, hein, puisque les filières ont l'air déjà d'être construites? Voilà, les filières de valorisation existent, mais elles sont inégalement réparties en fait sur le territoire. Donc c'est un élément en fait qui rentre dans le choix en fait de valorisation de son déchet au niveau du territoire. Et comme ça a été expliqué, le volume de déchets, s'il est réduit chez Mille et un repas, j'en suis heureux. L'objectif étant quand même effectivement de minimiser le volume de déchets, mais surtout de manger bon, bien et d'utiliser des produits. On a d'autres contre-exemples qui montrent par exemple à cahier des charges égal que avec 5 sociétés de restauration différentes étant bien présentes sur la place et autres, on arrive à des écarts sur la base du même cahier des charges de 33% de volume de déchets générés. Donc ça montre bien que pour avoir le même résultat dans l'assiette a priori, on peut encore agir sur le volume de déchets et réduire ce volume. Bien évidemment, les Grenelles concernent l'ensemble des déchets, les huiles, les cartons et autres. Donc effectivement, il y a des filières de valorisation. Et
pour revenir sur le biodéchet, il est important dans le cadre de cette démarche de valorisation que le coût du tri et de la collecte, alors qu'il soit participatif par le système des poubelles avec pesage triées par le convive, mais aussi par les utilisateurs, selon le format mis en place, qu'on identifie bien comment valoriser cette collecte et ce biodéchet. On se rend compte que par exemple par la méthanisation, la localisation en fait, des unités de méthanisation sont plutôt actuellement sur le secteur ouest, qui font entre 5 et 10 ans au niveau des industriels pour développer ce type d'unité de méthanisation. Donc ça ne se fera pas en un jour, comme ça peut être le cas par exemple chez nos voisins allemands. Et il serait par exemple incohérent de collecter du biodéchet pour le transporter pour la région parisienne, sur la région nord, à Lille, pour pouvoir le valoriser là-bas. Donc c'est important de bien identifier aussi dans une démarche environnementale, de savoir comment on valorise ces déchets et comment on le transporte, quoi. Voilà. Les filières aussi en place, on parlait tout à l'heure du compost en termes de valorisation de ce déchet, peut poser aussi des problèmes d'agrémentation d'utilisation de ce compost. C'est bien de le valoriser, c'est bien d'avoir du compost, faut-il encore pouvoir l'utiliser derrière. Mais aussi au niveau méthanisation, au niveau des digestats, c'est bien de récupérer de produits d'énergie. On génère quand même par contre un digestat qu'il faut après épandre. Faut-il encore avoir l'agrément pour pouvoir le faire? Et puis une demande. Donc voilà, on se rend bien compte que dans toute cette démarche, il y a une action sur la diminution en fait, du volume de déchets à générer, et puis derrière, quelle démarche valoriser et aussi comment le collecter. C'est un peu l'inquiétude dans un domaine où on gère du centime toute la journée en termes de prix de repas, d'être certain que derrière, ça ne va pas induire des surcoûts pour pouvoir le collecter. Mais il y a quand même quelques expériences qui montrent que sur certains restaurants, le tri participatif par les convives, par exemple, finalement, au final, génère 30% d'économie sur le contrat de collecte de déchets, puisqu'on du coup, le déchet restant est réellement collecté par rapport à son poids et plus par rapport à un conteneur. Donc il y a quand même des démarches un petit peu vertueuses. Le fait de faire participer aussi les convives dans le tri des déchets, ça peut permettre de revoir aussi la masse salariale sur l'organisation d'une laverie, de la redéployer peut-être différemment au niveau de l'animation du repas. Donc finalement, bon voilà, je pense que à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la programmation, au niveau de la réalisation, de l'exploitation, on a matière à s'inscrire dans cette démarche un peu vertueuse. Pour donner encore un autre exemple, le groupe Orange, par exemple, s'est intéressé à ces problèmes de volume et de quota de déchets. Ils se sont rendus compte qu'en 2012, par la mise en place d'un système de collecte par Biosso sur 10 de ces établissements, moins de 9% de leurs restaurants étaient concernés, sur 140 restaurants à peu près au niveau national. Dans 3 ans, c'est plus de 70% de leurs établissements qui seront concernés par la valorisation du déchet. Donc ça devient, dans 3 ans, on va dire que c'est demain. Donc il est vraiment nécessaire de s'inscrire dans cette démarche dès maintenant. Est-ce que le fait d'expliquer le programme Zéro Gaspille, ça vous permet d'avoir davantage de clients? C'est un argument commercial? Oui, tout à fait, puisqu'on a parlé d'Orange, mais il y a beaucoup d'études qui démontrent aujourd'hui que les entreprises s'orienteront dans les années à venir vers des prestataires, vers des fournisseurs qui auront une démarche exemplaire, voire citoyenne. Ça va être un critère de choix. À compétences égales, à prix égal, l'entreprise choisira parce que poussé par ses salariés, parce que son dirigeant a lui-même une démarche exemplaire historique, etc. Et ils choisiront donc ces entreprises des prestataires qui auront ces démarches-là. Et on le voit aujourd'hui dans les cahiers des charges. Alors c'est assez varié, mais en grande majorité aujourd'hui on commence à venir vers ces notions-là. C'est vrai qu'il y a d'autres entreprises qui ne sont pas encore tout à fait rompues à l'exercice, puisque parfois ils préfèrent le choix. Quand ils demandent par exemple d'avoir dans les linéaires encore 80% en fait, de choix à un quart d'heure de la fin du service, évidemment ça génère forcément plus de déchets qu'une entreprise qui va avoir une démarche exemplaire. Mais je dirais que la grande majorité des entreprises aujourd'hui, pas forcément les plus grosses d'ailleurs, vous avez des PME de quelques dizaines de personnes qui souhaitent véritablement mettre en place une démarche sociale, sociétale, interne avec leurs salariés. Donc ils nous demandent même d'intervenir auprès de leurs salariés pour leur expliquer en fait comment tout cela fonctionne et quels sont les objectifs et les résultats attendus. Alors ça, on parle beaucoup des entreprises, mais on peut parler des collectivités territoriales également, puisque, comme vous le savez, donc 2014 sera l'année de lutte contre le gaspillage alimentaire. Il y a un pacte alimentaire national qui sortira en juin également, pas que sur ces notions-là, mais sur une en particulier. Et donc vous avez aussi une sensibilisation des collectivités territoriales dans ce sens, et ils sont un petit peu démunis. Ils essayent par tout un tas d'actions
un petit peu éphémère parfois, en fait, de mettre en place des actions de lutte anti-gaspillage, mais sans qu'il y ait véritablement de construction. Donc évidemment, il y a des actions qui sont faites en collaboration avec les collégiens, si c'est dans un collège, avec les plus petits également, et ça leur permet de faire une animation, mais on n'est pas dans une démarche construite et une démarche durable. Donc là aussi, on est sollicité aujourd'hui de plus en plus par les collectivités, communautés de communes, des départements, etc., pour les accompagner sur ces notions-là, parce que comme je vous le disais, donc, il nous a fallu 4 ans pour arriver à ces résultats, puisque notre première action a été initiée en 2007-2008, début 2008, et aujourd'hui, nous sommes capables d'arriver dans un établissement et d'avoir les mêmes résultats en moins de 4 mois. Très bien. On a fait un bon tour d'horizon de la question. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Lydie. Simplement pour compléter le propos, sachez quand même que le CIRA est partenaire de la Banque alimentaire qui récupère tout ce qui reste sur les stands ou les espaces concours pour éviter justement le gaspillage. Donc c'est vraiment une entreprise, enfin une initiative que l'on peut souligner. Merci à vous. Passez une bonne journée sur le salon. Vous aussi qui nous rejoignez ou qui nous regardez.